Tu te souviens du Walkman? Ce petit rectangle magique qui a mis la musique dans nos poches bien avant l'iPod. De l'iBo, ce chien robot qui fascinait autant qu'il inquiétait. Et de la Wii, cette console qui a transformé nos salons en stades. Pendant des décennies, le Japon n'était pas seulement un pays. C'était le moteur de nos loisirs, le laboratoire de nos envies. Puis, plus rien. L'île du soleil levant s'est peu à peu effacée de nos écrans, de nos discussions, des trending topics. On a cru qu'elle s'était assoupie, coincée dans la nostalgie de son âge d'or. Mais si je te disais que pendant qu'on l'ignorait, elle préparait en silence la deuxième manche de la guerre de l'intelligence artificielle. Pas pour inventer un énième chatbot amusant ou un gadget futile. Non. Pour créer des intelligences capables de piloter des usines, de diagnostiquer ton cancer avant qu'il ne soit trop tard, de sécuriser la supply chain mondiale, pendant que d'autres pays se battent pour des containers. Ce que le Japon prépare, ce n'est pas un divertissement, c'est une révolution professionnelle. Et tu en as probablement jamais entendu parler. Suis-moi, on part explorer ce que Tokyo est en train de déclencher. Et pourquoi cela pourrait bien tout changer? Le grand basculement du gadget au back-office. Imagine un fil chronologique qui s'étire devant toi. Sur ce fil, quelques icônes. Le Walkman d'abord. Nous sommes en 1979 et Sony vient d'inventer la liberté musicale. Les ados déambulent en jean, casque orange sur les oreilles, persuadés qu'ils détiennent entre les mains un bout du futur. Puis l'iBo. Un petit chien robot qui jappe et remue la queue. On est à la fin des années 90. Le Japon est encore le royaume des gadgets. Tout ce qui sort de Tokyo donne le ton au reste du monde. Et bien sûr la Wii de Nintendo en 2006 qui transforme le jeu vidéo en activité familiale, physique, presque sportive. Le Japon devient un terrain de jeu. Le Japon règne sur notre imaginaire techno. Mais cette domination s'est évaporée. En 2007, l'iPhone a ringardisé le téléphone japonais en un claquement de doigts. Fini les flip phones high-tech, ces Galapagos phones qu'on croyait indétrônables. Apple a imposé ses écrans tactiles, son écosystème, son image de marque. Dans la foulée, la concurrence chinoise a frappé encore plus fort. Les télévisions, les consoles portables, les gadgets qui faisaient autrefois la fierté de Sony et Panasonic. Tout cela est devenu des produits banalisés, pressés jusqu'à l'os par la guerre des prix. Les marges se sont effondrées. Le Japon a vu le grand public se détourner de ses icônes. Et c'est là qu'un déclic a eu lieu. Une question toute simple, presque brutale. Pourquoi se ruiner à faire rire le consommateur quand on peut optimiser un pays entier qui vieillit et qui manque de bras? Pourquoi se battre sur le front des gadgets alors qu'il existe un autre terrain plus stratégique, moins exposé, à la mode et aux caprices du public, le back-office du monde moderne. Pendant que l'Occident regardait du côté de la Silicon Valley, le Japon a discrètement réorienté ses ambitions. Moins de produits grand public, plus de technologies invisibles, destinées aux usines, aux hôpitaux, aux infrastructures vitales. C'est la mue silencieuse d'un géant. Le moteur caché des puces domestiques à 2 nanomètres. Le grand public l'ignore, mais pendant que certains pays s'épuisent à empiler des réglementations et à rêver de souveraineté numérique, le Japon est passé à l'action. Son arme secrète porte un nom discret, Rapidus, une foundry 100% nippone, née en 2022 avec une ambition qui frôle la démesure. Graver des puces les plus avancées du monde en 2 nanomètres. Pour mesurer ce que cela signifie, imagine ceci. Un seul poil de moustache humain peut contenir plus de 50 000 transistors de cette taille. C'est comme réduire une ville entière à la dimension d'un grain de sable. Pourquoi tant d'efforts? Parce qu'en 2020, le Japon s'est rendu compte qu'il dépendait presque totalement de Taïwan et des États-Unis pour les composants critiques. Or, un pays vieillissant, qui veut automatiser ses usines, ses hôpitaux, ses réseaux logistiques, n'a pas le luxe de rester dépendant. Alors l'État et les industriels japonais ont mis la main à la poche. 65 milliards de dollars mobilisés en financement public et privé pour construire à Hokkaido une usine qui produira d'ici 2027
des semi-conducteurs de 2 nanomètres. Un chantier industriel colossal à la hauteur des grandes heures de la reconstruction japonaise. Visuellement, c'est presque irréel. Des hangars blancs comme des vaisseaux spatiaux, des couloirs pressurisés qui vibrent sous les souffleries stériles, des hommes et des femmes en combinaison intégrale semblables à des cosmonautes. Mais Rapidus n'avance pas seul. Le Japon a activé ses alliances stratégiques. IBM pour le savoir-faire en gravure extrême, Siemens pour la conception industrielle et les chaînes de production automatisées, et bien sûr l'incontournable ASML, le seul fournisseur mondial de machines à lithographie EUV capable de sculpter la matière à l'échelle atomique. Ces mastodontes travaillent déjà ensemble. Les premiers équipements EUV sont installés. Les ingénieurs japonais et néerlandais vivent en vase clos dans des clean rooms, testant des procédés dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Mais derrière cette obsession technologique, il y a une stratégie bien plus large. Rapatrier la capacité de calcul sur le sol japonais. Car sans puce locale, pas de data center souverain, pas de Edge AI. Ces intelligences embarquées qui, demain, surveilleront les chaînes de production, contrôleront les véhicules autonomes, sécuriseront la logistique. Le Japon a compris qu'en 2030, la puissance économique ne dépendra pas seulement de l'acier et du pétrole, mais du silicium et des algorithmes. Et pendant que l'Occident se divise sur la question, Tokyo trace sa route, méthodique, disciplinée, un pari à plusieurs dizaines de milliards dans un domaine où l'échec n'est pas une option. Les muscles, supercalculateurs et fermes GPU. On peut avoir les meilleures puces du monde, les usines les plus perfectionnées, les alliances les plus prestigieuses, mais sans puissance de calcul, tout cela reste un rêve. Il faut des muscles pour transformer le silicium en intelligence. Et au Japon, ces muscles ont un nom. Fugaku, installé à Kobe, dans le centre Riken. Fugaku n'est pas seulement un supercalculateur, c'est une machine symbole, une vitrine de la capacité japonaise à innover quand personne ne l'attend plus. Depuis sa mise en service, Fugaku a dominé plusieurs classements mondiaux, même si en termes de vitesse brute, le top 500, il a cédé sa place à des géants américains et chinois. Il reste numéro 1 mondial sur le Graph 500, le classement qui mesure la performance des calculs sur graphe, c'est-à-dire la capacité à simuler des réseaux complexes, comme ceux qu'on retrouve dans les modèles de langage et l'analyse de données massives. En juin 2025, Fugaku a décroché sa 11e couronne consécutive, un exploit presque passé sous silence hors du Japon. Mais Fugaku n'est qu'un pion d'un échiquier beaucoup plus vaste. À Osaka, un autre projet colossal est en cours de construction, le Sakai AI Data Centers. Derrière ce nom, une alliance stratégique entre les géants du télécom KDDI et le mastodonte américain HPE, Hewlett Packard Enterprise. Pas de leur objectif bâtir l'une des plus grandes fermes GPU d'Asie. 2000 processeurs graphiques Blackwell, la dernière génération de puces Nvidia, capable de digérer des montagnes de données à une vitesse hallucinante. Ouverture prévue début 2026. Mais ce qui frappe, c'est la philosophie du projet. Le centre ne sera pas réservé aux multinationales. Il est pensé comme un accélérateur pour les startups et les PME japonaises, celles qui n'ont pas les moyens d'acheter leur propre puissance de calcul. C'est une façon d'industrialiser l'IA et de la rendre accessible à tout l'écosystème productif, pas seulement aux élites de la tech. Et là encore, le Japon se distingue par une approche pragmatique. Quand les Américains et les Chinois concentrent tous leurs efforts sur un ou deux méga modèles de langage, ces LLM géants qui aspirent toutes les données possibles, Tokyo a choisi une stratégie différente. Produire plusieurs modèles moyens, spécialisés, entraînés localement. L'idée est simple, protéger les données souveraines, les données industrielles, médicales, logistiques, qui sont stratégiques. Réduire les coûts d'entraînement en limitant la taille des modèles. Mieux maîtriser les performances en adaptant l'IA aux besoins concrets des entreprises japonaises. C'est un choix à contre-courant, moins spectaculaire, moins buzz, mais beaucoup plus compatible avec la culture japonaise. La discrétion, la spécialisation, la fiabilité, avant la démonstration de force. Le message est clair. Pendant que d'autres misent sur des intelligences globales, le Japon veut des intelligences locales alignées sur son économie et ses priorités. Le cerveau, une IA frugale, spécialisée et inexplicable. Si les puces et les fermes GPU sont les muscles et les data centers les poumons, il faut bien un cerveau pour piloter l'ensemble. Et là encore, le Japon ne copie pas Silicon Valley. Il trace son propre chemin. Pas d'obsession pour les modèles surdimensionnés qui engloutissent des mégawatts et des océans de données. Ici, l'IA doit être frugale, spécialisée et surtout
tout expliquer. Un exemple, Entity Tsuzumi. Si tu n'en as peut-être jamais parlé, c'est l'un des LLM japonais les plus ambitieux. Sa particularité, il est 20 fois plus léger que GPT-3, ce qui veut dire qu'il peut tourner sur un GPU standard ou même sur un simple CPU, sans sacrifier la qualité des réponses. Concrètement, imagine un call center, un cabinet médical ou un service financier capable de générer des textes clairs, précis, sans avoir besoin d'un data center entier. C'est la philosophie de Tsuzumi, l'intelligence distribuée qui se loge dans les infrastructures existantes au lieu de créer des dépendances coûteuses. Et le Japon ne s'arrête pas au modèle de langage, il mise aussi sur une approche mathématique qui tranche dans le deep learning classique, le sparse modeling. La start-up qui incarne le mieux cette tendance s'appelle Hakarus. Le principe est fascinant. Au lieu d'entraîner l'IA sur des millions d'images, comme le ferait un géant américain, Hakarus part de l'hypothèse qu'un petit nombre d'échantillons bien choisis peut suffire à repérer des anomalies. Par exemple, dans une usine métallurgique, leur système peut détecter un micro-défaut sur une pièce en analysant moins de 100 images, là où un réseau de neurones conventionnels en demanderait 100 000. Cette sobriété n'est pas un argument marketing. En 2024, Hakarus a été élu Best Medical AI Diagnostic Service Provider pour ses performances dans l'analyse d'imagerie médicale. C'est une autre vision de l'IA, pas un monstre opaque et vorace, mais un outil minimaliste, transparent, que l'on peut auditer et comprendre. Enfin, il faut citer un acteur discret, mais déjà partout, Exa Wizards. Si tu travailles dans une entreprise japonaise ou que tu connais quelqu'un en maison de retraite, il y a des grandes chances que leur solution tourne déjà en arrière-plan. Leur spécialité, l'autofacturation, la gestion des ressources humaines et le support administratif dans plus de 1800 entreprises et près de 800 établissements médico-sociaux. Exa Wizard a choisi une approche radicalement différente des modèles occidentaux. Son IA générative est cloisonnée. Leurs données ne parlent pas dans un cloud international. Les modèles ne vont pas s'entraîner sur des serveurs situés aux États-Unis ou en Chine. Tout est conçu pour rester conforme aux normes japonaises, éviter les fuites d'informations et rassurer les entreprises comme les administrations. C'est la dernière pièce du puzzle, une IA qui ne cherche pas à conquérir le monde, mais à servir une société japonaise de façon pragmatique et responsable. Pas d'excès, pas de culte de gigantisme, juste un cerveau efficace et un socle technologique souverain sur lequel Tokyo compte bien reconstruire sa puissance industrielle. Le cadre légal, light touch, mais clair. Pour beaucoup de pays, la régulation de l'IA ressemble à un labyrinthe. Des milliers de pages de normes, des pénalités massives, des acronymes obscurs qui découragent même les entreprises les plus motivées. En Europe, tu connais peut-être le RGPD, ce texte colossal qui a transformé la protection des données en interminé. Le Japon lui a choisi une approche différente, moins spectaculaire, mais beaucoup plus pragmatique. En mai 2025, le Parlement a adopté ce qu'on appelle simplement l'AI Bill, un texte court, lisible, qui tient en quelques dizaines de pages. Son principe, light touch but clear. Un encadrement léger, mais sans zone grise. 3 obligations majeures. La transparence. Toute entreprise qui développe ou déploie une IA doit être capable d'expliquer en langage simple comment le modèle fonctionne et quelles données il utilise. Le sandbox réglementaire, autrement dit un bac à sable, une zone d'expérimentation supervisée où les startups et les PME peuvent tester des applications IA sans risquer une amende ou un scandale. Pendant 6 mois, elles peuvent affiner leurs solutions, corriger les biais et assurer qu'elles respectent les règles. Ensuite, les incitations fiscales. Si ton projet IA est jugé responsable, c'est-à-dire qu'il respecte des critères de frugalité énergétique, de protection de données et de transparence, tu bénéficies d'un crédit d'impôt majoré et d'un accès prioritaire aux infrastructures publiques comme les data centers régionaux. Le message est limpide. L'IA n'est pas un ennemi qu'il faut étouffer par précaution. C'est un levier de modernisation que l'État veut accélérer, tout en posant des garde-fous. Visuellement, imagine un katana parfaitement poli posé sur un code civil ouvert. Lame prête à trancher si besoin, mais qui reste une arme de précision. Des règles affûtées, pas des chaînes. C'est toute la logique du modèle japonais. Rassurer sans brider, contrôler sans figer, donner aux entreprises l'espace pour innover et reconstruire une souveraineté technologique sans sacrifier la confiance du public. Force et failles. Si tu devais résumer la stratégie IA du Japon en un mot, ce serait peut-être celui de l'équilibre. Un mélange de puissance technologique, de pragmatisme et de limites bien réelles.
Imagine une grande balance animée, à gauche les forces, à droite les failles. À chaque argument, le plateau se soulève ou s'alourdit. Première force, la chaîne intégrée. Capteur puce robot, Sony pour les capteurs d'image ultra haute définition, Rapidus bientôt pour les puces 2 nanomètres, Fanuc pour les robots industriels. Peu de pays peuvent aligner un écosystème aussi cohérent, capable de tout produire, du composant jusqu'à la machine finale. La balance penche nettement côté positif. Les premiers talons d'Achille, le manque de data scientists. Les États-Unis comptent environ 460 000 ingénieurs spécialisés en IA. Le Japon à peine 50 000. Un déficit structurel qui freine l'industrialisation des projets, surtout chez les PME. Le plateau s'alourdit. Deuxième force, la culture qualité. Le vieillissement accéléré de sa population crée un marché gigantesque pour les solutions IA, pour la santé, le maintien à domicile, les maisons de retraite. Dans un pays où la fiabilité est un prérequis, cette culture du zéro défaut est un avantage énorme, la balance remonte. Mais deuxième faiblesse, le manque de licorne grand public. Regarde le palmarès des grandes startups mondiales, peu de logos japonais, même SoftBank, le plus gros investisseur national, mise surtout sur des entreprises étrangères. La balance redescend légèrement. Troisième force, l'efficacité énergétique. Ce que certains appellent la frugal AI, des modèles moins gourmands, capables de tourner sur des CPU, parfait pour un pays qui importe l'essentiel de son énergie. Ici, la balance reprend de l'élan positif. Troisième faille, la dépendance à Nvidia à court terme. Avant que Rapidus ne produise ses propres puces, les data centers japonais n'ont pas d'autre choix que d'acheter des GPU américains. Dans un contexte géopolitique tendu, c'est une vulnérabilité stratégique. La balance s'incline à nouveau. Quatrième force, une régulation pro-innovation. L'AI Bill, adopté en 2025, est conçu pour rassurer sans freiner. Pas d'usine à gaz administrative façon RGPD. Une philosophie claire, faites mais soyez transparents. C'est un avantage majeur face aux lourdeurs réglementaires qui paralysent certains concurrents. Dernière faiblesse, l'adoption grand public encore timide. En entreprise, l'IA japonaise progresse vite, mais chez les particuliers, les usagers restent modestes. Peu de chatbots grand public, peu d'enthousiasme massif, un retard culturel qu'il faut combler. Le Japon avance avec méthode sans faire de bruit. Il construit une IA souveraine, sobre, spécialisée, mais pour passer à l'échelle, il faudra combler ses manques et rallumer la flamme de l'audace. Que peut en tirer l'Europe et tes investissements ? On pourrait croire que tout cela ne concerne que le Japon, que cette révolution industrielle restera cantonnée à l'archipel, mais ce serait une erreur. Car derrière ces projets, il y a une leçon, et peut-être aussi une opportunité pour l'Europe, et pour tes investissements. D'abord, la stratégie « Small is Beautiful ». Dans un monde où l'électricité devient un produit rare et cher, les modèles géants, qui consomment autant qu'une petite ville, pour entraîner un chatbot risquent de devenir un luxe inaccessible. L'IA japonaise mise sur la sobriété, des modèles plus petits, plus spécialisés, qui tournent sur des infrastructures locales. C'est une manière de réduire la dépendance énergétique et de garder le contrôle sur les données. En France, on parle beaucoup de cloud souverain, de projets comme Gaia X, mais il reste souvent des promesses sur le papier. Pendant ce temps, Tokyo bâtit déjà en edge computing réel. Sous contrainte de coûts, avec une priorité claire, protéger la confidentialité des données industrielles et médicales. C'est une approche qui peut inspirer les PME européennes, notamment celles qui opèrent dans les secteurs stratégiques. La maintenance prédictive. Parce qu'un algorithme frugal, capable de détecter une panne avec peu de données, vaut mieux qu'un modèle américain hyper coûteux qui exige des millions d'échantillons. La Silver Economy, l'accompagnement des seniors, la prévention des chutes, la gestion des soins à domicile. Tous ces domaines explosent au Japon et vont suivre la même trajectoire démographique en Europe. Le packaging des semi-conducteurs, la production des puces 2 nanomètres, c'est bien, mais elles doivent être encore testées, encapsulées, certifiées. Et sur ces étapes finales, les PME françaises ou allemandes ont un savoir-faire reconnu. Autrement dit, le Japon n'est pas seulement un marché concurrent, c'est aussi un partenaire potentiel, un futur client ou fournisseur. Si tu sais te positionner. Conseil concret, si tu t'intéresses aux technologies émergentes ou aux investissements long terme, surveille attentivement 3 secteurs clés. Rapidus, car si leur usine Hokkaido tient ses promesses, ils deviendront incontournables dans les semi-conducteurs européens, notamment pour les industriels qui voudront diversifier leur approvisionnement hors de Taïwan et des États-Unis. Certains analystes évoquent un potentiel IPO entre 2027 et 2028. Exawizard, déjà bien implanté dans la Silver Economy et les solutions RH, leur modèle IA cloisonné correspond parfaitement aux normes européennes de confidentialité. Elles pourraient chercher des partenaires ou des joint ventures avec des opérateurs français de santé et de services
service à la personne. NTT, leur LLM, Tsuzumi, léger et peu énergivore, peut devenir une alternative crédible aux offres américaines. Surtout si les prix de l'énergie continuent de grimper, NTT est aussi un partenaire naturel pour les grandes télécoms européennes qui veulent un edge computing sécurisé. Cependant que l'Occident s'enterre dans la course à la taille et aux effets d'annonce, le Japon fait un autre pari. Un pari plus discret, plus sobre, mais peut-être plus solide. Si tu cherches où regarder en 2027, les noms sont là. Rapidus, ExaWizard, NTT. Car parfois, les révolutions les plus puissantes ne font pas de bruit. Elles avancent simplement. Alors, qu'est-ce que je peux te dire en conclusion ? Le Japon n'a plus vocation à faire danser le grand public. Il ne rêve plus d'un gadget que tout le monde s'arrachera à Noël, ni d'un robot chien qui fait la une des magazines. Son ambition est devenue plus froide, plus méthodique. Faire tourner le monde quand les data centers californiens tousseront. Offrir des intelligences discrètes, capables d'optimiser une chaîne logistique, d'anticiper une maladie ou de maintenir l'économie à flot quand tout vacille. Sa révolution est silencieuse, précise, professionnelle. Loin du marketing tapageur. Loin des surenchères médiatiques. Une révolution qui se construit pas à pas dans la frugalité, la souveraineté et la patience. Et si c'était ça la vraie disruption, pas celle qui fait le buzz, mais celle qui s'installe pour durer. Hōkai, non. Kakushin, effondrement, non. Innovation,